Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Bienvenue sur Radio Moustique, la chaîne Twitch qui n'est pas une radio. Ça va commencer, alors installez-vous confortablement. Wabalouda. Bonjour. Bonjour. Dans le manège. Bonjour. Bonjour. Dans le manège. Dans le manège. Le manège. Manège. Bonjour. 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 Dans le manège. Celui-là, il est trop marrant. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Radio Moustique. C'est moi. Je sais pas s'il y a des gens, je sais pas si je suis tout seul. Je suis quand même content d'être là, car je suis bon public, certes, très bon public. Donc, on se retrouve cet après-midi pour parler des Utopiales 2022. C'est pas vraiment une surprise puisque j'y vais tous les ans, c'est pas vraiment nouveau, mais j'adore les Utopiales, j'adore en parler, j'adore la science-fiction. Donc je me suis dit que ça ferait toujours plaisir. Voilà. Je voulais remercier les personnes qui m'ont follow ces derniers jours. J'ai oublié leur nom, mais je ferai incessamment sous peu une liste de remerciements pour tout le monde, car j'ai débloqué les 50 followers, ce qui fait partie des objectifs à atteindre pour être affilié. Voilà. Est-ce que... n'hésitez pas à me dire dans le chat si l'audio il est bon, si la musique elle est pas trop forte. Donc voilà. J'ai un peu bougé les réglages sonores. Donc je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça marche ou si ça marche pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je crois qu'il y a actuellement 0 spectateur. Donc en fait, je peux raconter un peu tout ce que je veux. Je suis tout seul. C'est un peu triste et en même temps un peu marrant. Du coup, je sais pas trop comment je vais gérer cette solitude qui m'est nouvelle. Enfin, qui m'est nouvelle, je dis ça en mode... voilà, bref, j'ai une moyenne de 4 viewers qui sont actuellement au travail. Donc, c'est triste. Et en fait, il faudrait pas que je fasse des lives quand tout le monde est au travail. Enfin, quand les 4 personnes qui me regardent sont au travail. Mais c'est pas grave, parce que ce live... Coucou Chloé! Hurrah! Hurrah! Il y a des gens. J'étais en train de monologuer en mode bon, il y a personne, je peux faire ce que je veux et je peux dire ce que je veux, je suis abandonnée seule. En même temps, c'est un peu grisant. Coucou Chloé, coucou Logan, je suis ravie de vous voir.
Je vais parler du programme des Utopiales. Merci. Merci Chloé. Et en plus, du coup, c'est ce que je disais à l'instant. Je vais incessamment sous peu finaliser la chaîne YouTube pour pouvoir mettre toutes les vidéos en replay sur YouTube. Je sais pas trop encore comment je vais faire pour les Lego Spider-Man parce que c'est vrai que c'est très 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 redondant. Mais pour le live livre-jeu avec Risotto, pour le live sur le programme des Utopiales, je pense que le débrief des Utopiales aussi, tout ça, je mettrai ça en ligne, donc sur YouTube, ça sera accessible. Et si j'y arrive, pourquoi pas pour le plaisir, des compiles de Vénus qui interagit avec la totalité de mon bureau et qui détruit tout ce qu'il y a sur mon bureau. J'ai préparé pour ce live, attention, un super coucou Grâce. J'ai préparé un super setup tout neuf pour vous. Attention, alors d'abord il y a une transition. Et maintenant, j'ai 2 écrans. Non, j'ai fait tout seul sur Paint. Je suis très fière de moi. Voilà. En vrai, c'est pas difficile à faire, mais voilà, je m'envoie les fleurs que je voulais récupérer. Dites-moi si la musique elle est pas trop forte, si vous m'entendez bien. C'est pour le moment, c'était au niveau de cette gestion-là parce que j'ai pas de retour. Et puis, on va commencer effectivement. Vu que Chloé est là et que Chloé part bientôt, on va commencer par parler des BD et on verra le reste du programme plus tard. Voilà. T'as pas de musique, mais purée, mais j'ai mis. Ah là 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 là. Est-ce que là vous entendez un peu mieux? Est-ce que vous en... J'ai fait une petite compile de musique. Oh là là, c'est fou. Est-ce que là c'est mieux? C'est terrible la technologie, vraiment. Ah là c'est trop fort. Est-ce que là c'est mieux? Et normalement, Logan, j'ai aussi baissé le son des alertes. Donc s'il y a des gens qui follow, ça ne te détruira plus les oreilles. Est-ce que là c'est mieux? Parfait. J'ai cherché des compiles pour mettre des petites musiques d'ambiance parce que j'avais une petite musique lofi. Mais hier, comme on parlait de livres dont vous êtes le héros, j'ai essayé de faire une compile libre de droit de musique de RPG, plutôt medieval fantasy. Et là, je cherchais une plutôt mix de science-fiction, un peu drama, tout ça. Et j'ai aussi fait une compile libre de droit de musique steampunk qui me semble pas très steampunk, mais on a une petite compile de musique pour d'autres lives. Donc, on commence par parler des BD. Pour ce prix Utopial BD, oui, alors on va faire un live One Piece, ça va être très 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 bien. Je pense qu'on fonctionnera avec ce système de double écran. Comme ça, on pourra préparer un petit PowerPoint. Ça sera joli. Bonjour Aurore, comment vas-tu? Je ne t'ai même pas vue aujourd'hui. Donc ça sera fun si on peut montrer des petits morceaux, soit des passages d'animé, soit des planches pour présenter les personnages et tout ça. Alors, pour le prix des Utopiales, le prix BD, il y a... Alors attendez, je vais même pouvoir vous montrer... on va se spoiler un petit peu le programme, mais on va aller regarder directement dans le programme le prix BD. Ça c'est ciné. Alors, tac tac tac. Non, ciné toujours. Prix Utopial. Donc là, prix BD, il y en a 6. RUR, le soulèvement des robots, qui est adapté de la pièce de théâtre de Karel Čapek, qui s'appelle aussi RUR. C'est une pièce de théâtre de science-fiction qui est très 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 chouette. Goldorak, alors là je l'ai emprunté à la bibliothèque. Taram. De toute l'équipe Doris Sombre, Bajram, Kossu, Santenac et Guillot,
c'est... je pense que c'est bien de connaître Goldorak pour lire cette BD, ce qui n'est pas mon cas. Je connais très très peu de Goldorak. Je connais le générique de Goldorak, donc j'ai chanté le générique dans ma tête en lisant la BD, ce qui ne m'a pas non plus apporté énormément de choses. Ensuite, il y a Immonde d'Elisabeth Holville. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris à la bib. J'ai réussi avec force réservation à récupérer tous les livres sélectionnés aux Utopiales à la bibliothèque. Et entre ce que j'ai et la bib, j'ai réussi à tout lire. Donc voilà, Immonde s'est sorti en 2022, je pense, ou alors fin 2021. C'est vraiment cool, j'ai hâte de vous en parler. Alors, il y a le tome 3 de Ville-Vermine, et je ne sais pas s'il y a eu des soucis de communication ou pas, parce qu'en fait, la première fois que j'ai entendu parler du prix BD, j'avais vu que c'était le tome 2 de Ville-Vermine qui était sélectionné, et j'ai réussi à les trouver à la bibliothèque, mais du coup j'ai que le 1 et le 2, donc j'ai pas lu le tome 3. C'est une BD de Julien Lambert. Je l'ai lu ce matin, et du coup j'ai pas lu le tome 3, donc je sais pas ce que le tome 3 vaut, mais les tomes 1 et 2 fonctionnent ensemble en fait. À la base, la série devait être en 2 tomes, et c'est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a mon coup de cœur, je le dis direct parce que c'est mon top, c'est Le Grand Vide de Léa Muraviec. Elle était déjà aux Utopiales l'année dernière pour en parler et pour la présenter. C'est un chef-d'œuvre total. C'est très bien écrit, c'est très beau, c'est très bien dessiné. Ensuite, du coup, en dernier, c'est René au bois dormant d'Héléne Usdin. Je suis un peu plus mitigée sur celle-ci. J'ai très paeur qu'elle gagne. Et je serais déçue si c'est elle qui gagne. Mais j'avoue, j'en ai un peu peur. Donc, RUR et René au bois dormant, donc d'Héléne Usdin, je les ai lus avant que je sache qu'elles étaient sélectionnées aux Utopiales, donc je les ai pas sous la main là parce que j'ai dû les rendre à la bibliothèque. Si j'avais su, je les aurais bien évidemment gardées pour vous les montrer. Donc mon coup de cœur, même si Ville-Vermine a beaucoup gagné de place, là c'est toujours Le Grand Vide. Vraiment, c'est une petite merveille. L'année dernière, Léa Muraviec a beaucoup parlé du bouquin. Quand elle était aux Utopiales, elle a participé à... Alors tous les ans aux Utopiales, il y a un enregistrement de France Culture qui a lieu sur la grande scène. Et donc il y avait une interview avec Léa Muraviec. C'était très intéressant. Elle est vraiment... je trouve que sa façon d'approcher la bande dessinée et le dessin sont très intéressantes. J'étais un peu déçue des questions qui lui ont été posées parce que je trouvais que il y avait une espèce de volonté de la part des gens qui l'interviewaient. Ah, attendez, Vénus veut rentrer. Donc je fais rentrer Vénus. Tu viens ? Vénus est là. Le Grand Vide, il est vraiment sorti avant les Utopiales, puisqu'il était présenté aux Utopiales. Je sais plus si je l'ai acheté là-bas, si je l'avais acheté avant août 2021. Vénus, c'est sûr. Le clavier. Non, Vénus, pas le clavier. Non, Vénus, pas le clavier, merci. Voilà. C'est une bande dessinée qui parle de la place qu'on a dans la société. ASMR Vénus. Et de comment est-ce que on gagne de la reconnaissance. Et en fait, dans Le Grand Vide, tout fonctionne avec un espèce de principe de visibilité. Si les gens pensent à vous, vous pouvez survivre. Et en fait, vous disparaissez si les gens arrêtent de penser à vous. Donc il y a plein de moyens de faire penser à soi. Il faut aller dans des sorties. Il faut que les gens répètent ton nom. Vénus, pas sur le clavier, on a dit. Et si on atteint un certain nombre de gens qui pensent à nous, donc on atteint un stade de célébrité, on devient ce qui est appelé les éternels, je crois. J'ai des trous parce que je l'ai lu il y a longtemps, enfin je l'ai relu mais j'ai une très mauvaise mémoire. Mais donc ça parle beaucoup de reconnaissance
de soi par la communauté. Et ça parle aussi justement de personnages qui n'ont pas envie de ça, qui veulent vivre ailleurs, qui veulent quitter cette ville, qui est une ville qui est pleine de panneaux publicitaires, de panneaux avec des noms, d'écriture qui est très 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 angoissante, qui est très tendue vers le haut. Les architectures sont vraiment chouettes. J'aimerais vous les montrer, mais Vénus est assise actuellement sur la bande dessinée, donc je ne peux pas vous la montrer. Dans 3 minutes, je pourrais vous montrer l'intérieur. Et donc, les questions que les gens posaient, c'était beaucoup sur... mais est-ce que c'est une façon de parler des réseaux sociaux, cette manière de parler de la célébrité et tout ça? Et bah... J'ai trouvé que... Perceval 44, ce n'est pas une compétition. En plus, cette année, je viens en presse, donc je ne participerai pas à la bagarre des bénévoles. Mais on va aussi parler du programme ciné après, puisque... comme tout le monde le sait, puisque ce n'est absolument pas une surprise, il y a Rintaro qui vient, donc ça va être génial. Mais du coup, j'ai trouvé que cette façon de faire tourner toujours le grand vide autour des réseaux sociaux, autour de la visibilité et de la fame et des influenceurs, c'était je trouve une façon de réduire un peu l'œuvre. Et en plus, Léa Muraviec elle-même a dit plusieurs fois que c'était pas spécialement en fait le point du livre, parce que c'est pas depuis les réseaux sociaux qu'il y a cette espèce de course et cette envie de reconnaissance et cette envie de survivre par ce qu'on va laisser au monde, et donc dans cette bande dessinée de devenir immortel. Et du coup j'ai trouvé que c'était que les gens prenaient un prisme très réducteur de cette bande dessinée qui sonne vraiment comme une épopée et qui parle de thématiques très très humaines dont on a beaucoup parlé en littérature, mais aussi au cinéma, de survivre et de laisser une trace, en fait, de nous, de quelque chose, et de pas disparaître dans l'oubli, et de pas disparaître fondu dans l'humanité. Vénus le clavier. Merci Vénus. Donc, je peux vous montrer. La bande dessinée est en nuances de bleu et de rouge, comme on le voyait sur la couverture, mais c'est vraiment tout le but, c'est ça. Et donc les pages sont remplies, sont étouffantes, on comprend vraiment, je trouve, tous les sentiments des personnages, toute cette histoire justement de solitude et de vide, malgré le fait qu'on soit au milieu d'une ville. Et cette ville, elle est entourée de rien. On ne sait pas ce qu'il y a autour. Autour, on sait que c'est le grand vide. Et on ne sait pas vraiment. Et donc, personne ne quitte la ville. Personne ne va dans ce grand vide. Personne ne va ailleurs. Et c'est génial aussi parce que le grand vide, c'est l'intérieur même de la ville. C'est la solitude d'être un parmi plein, d'être une individualité et plus une communauté. Enfin, je trouve que ça brasse énormément de thématiques. C'est un gros pavé, mais qui se lit à toute vitesse. Les textes sont toujours très justes. Bref, c'est aux éditions 2024. Ça reste mon plus gros coup de cœur. Voilà. Je team Léa Muraviec, donc j'espère vraiment de tout mon cœur que c'est elle qui va gagner le prix des Utopiales BD de cette année. Parce que c'est vraiment une petite merveille. Donc ensuite j'ai Goldorak. Je suis pas fan de Goldorak et je connais pas Goldorak. Donc je pense que c'est aussi une BD qui ne s'adresse pas à moi. Je pense que c'est une BD qui s'adresse vraiment à la génération qui a regardé Goldorak quand elle était jeune, qui a mis le nez dans les mangas, dans les figurines. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est une BD qui est très intéressante parce que ça clôture l'histoire de Goldorak, ça lui donne une dimension un peu profonde que j'ai trouvée très intéressante. Et je pense que pour les gens qui ont grandi avec cet univers, avec ces personnages, c'est un très très bel hommage, une belle conclusion, c'est touchant. Mais alors du coup, moi, j'ai pas été très très embarquée parce que j'ai pas les refs, je connais pas les persos,
C'est vraiment un retour à la patrouille des aigles, qui est du coup la patrouille de Goldorak et des 3 personnages qui gravitent autour de lui. Et enfin d'Actarus, donc le prince qui pilote Goldorak. Et je pense que c'est effectivement un bon retour de nostalgie en mûrissant un peu l'œuvre, qui fait que... Alors, c'est une BD qui est de 5 personnes, en fait. Voilà. Dorisson, Bajram, Kossu, Santenac et Guillot. Voilà. Derrière, il y a écrit 43 ans après sa première apparition à la télévision, certains des enfants de Goldorak sont devenus des auteurs de bandes dessinées reconnus. Ils rendent aujourd'hui un vibrant hommage au plus célèbre des robots de l'espace. Voilà. La personne qui a écrit... Alors, à la base, les mangas, c'est de Go Nagai. Donc, c'est un hommage d'après l'œuvre de Go Nagai. Et donc, c'est... Alors, Dorisson, j'ai oublié ce qu'il a fait, mais c'est un man de la BD franco-belge. Bajram, il était l'invité d'honneur en 2017 aux Utopiales. C'est lui qui avait fait l'affiche. Je sais même pas si je l'ai dans ma chambre, mais je l'ai eu pendant longtemps. Voilà. Kossu, c'est pareil, son nom me dit un truc, j'ai oublié qui c'était. Santenac, vaguement. Guillot, je sais plus. Mais voilà. C'est des auteurs franco-belges qui rendent un hommage à Goldorak. Donc c'est effectivement un dessin qui est beaucoup plus réaliste, très franco-belge. Benjamin, il a fait énormément de science-fiction, donc là, il est aussi grave dans son domaine. Donc les personnages sont beaucoup plus réalistes. Et tout le monde a vieilli, ça se passe plus tard. Donc d'une certaine façon, les personnages ont aussi mûri parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Donc je pense effectivement que quand on est fan de Goldorak, c'est une belle BD qui est touchante. C'est aux éditions Kana classique. Alors Kana, c'est une maison d'édition de manga. Ils font aussi des grands formats cartonnés, qui est très chouette. Voilà. Ensuite, on a, donc je l'ai pas sous la main, mais RUR, le soulèvement des robots. J'ai adoré. C'est de... Non. À chaque fois, j'oublie son nom. Katerina Kupova, donc d'après l'œuvre de Karel Čapek. Oui, alors, mon live, tu vas pouvoir, Chloé, le retrouver sur Twitch. Normalement, il est hébergé pendant 1 semaine. Et sur YouTube, justement, c'est l'idée de mettre les lives un peu plus particuliers comme ceux-ci, les lives du mardi, je pense, les mettre sur YouTube, donc ce sera sur YouTube. Tu pourras retrouver la fin. Et RUR, j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. J'ai lu la pièce de théâtre il y a longtemps, donc de Čapek, qui est une très chouette pièce de théâtre, puisque c'est une pièce de théâtre qui parle des robots. Bisous Chloé, travaille bien, bon courage pour le boulot. C'est la première fois, en fait, qu'est fait mention du terme robot, donc dans l'histoire de la science-fiction. Et à la base, robot, ça voulait dire main-d'œuvre, force de travail. C'était une métaphore des ouvriers qui étaient asservis par le capitalisme. C'est une pièce de théâtre qui parle de capitalisme, et donc de capitalisme qui va créer une espèce de forme humanoïde artificielle qui va être une force de travail. Et donc, cette BD reprend ça. On suit une jeune femme qui arrive donc sur l'île où sont fabriqués ces robots qui sont envoyés... Oui, bah oui, tout à fait, le technicien, comme tu dis, plus ou moins esclave, c'est littéralement... Enfin, dans mes souvenirs, c'est vraiment force de travail, mais au sens esclave et au sens pas humain. C'est pas ouvrier. C'est force brute. Et donc, j'ai un vague souvenir de la pièce de théâtre. J'ai trouvé que la bande dessinée était très belle. Les couleurs sont très 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 jolies. La mise en page est très belle. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir vous le montrer parce que j'ai trouvé que c'était une très belle bande dessinée. Je trouve que la façon dont les personnages et la couleur sont intégrés porte vraiment la narration.
Je vais l'acheter bientôt, donc ce sera prêtable d'ici peu. N'hésitez pas à la demander, je pourrais vous la prêter. Et si je l'achète pas aux Utopiales, je l'achèterai courant novembre, donc je vais l'avoir bientôt. Et ouais, alors donc il y a un soulèvement des robots. Évidemment, les robots vont prendre possession de l'île, puis possession du monde, et finalement, les robots n'ont pas besoin des humains. C'est toujours ça. Enfin, c'était un peu je trouve que la narration de la pièce de Čapek, c'est la classique histoire des robots. Le truc qu'on dit tout le temps quand on parle des robots, quand on imagine les robots, ça vient de là, ça vient le soulèvement, la destruction de l'homme, les considérations des personnages de ce qu'on a créé, il est trop grand pour nous, et en même temps, est-ce que si c'était à refaire, on le referait ? Bah oui, parce que c'était une avancée scientifique complètement folle, même si, selon beaucoup de gens, on a voulu recréer un être qui nous ressemble, et donc, est-ce que c'est une punition divine, ces robots ? Est-ce que c'est une conséquence du capitalisme ? Il y a toutes ces questions-là qui sont derrière, que je trouve, en fait, soulevées par la bande dessinée, sans poser vraiment de réponse. Et c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé avec cette œuvre, c'est que justement, il y a plein de choses qui sont laissées sans réponse, dont Čapek parle et dont l'autrice de la BD parle pas. Et j'ai bien aimé que tout ça reste en arrière-plan. Alors, d'après Wikipédia, Robota est issu du proto-slave Orbota, devenu par métathèse Robota, dont sont issus le russe et le bulgare Rabota travail, ainsi que le slovaque Rabota servage, et plus avant de l'indo-européen orbe, petit enfant, orphelin, jeune esclave. Merci le technicien, t'es vraiment à la pointe de la technique partout. Je suis très impressionnée. D'ailleurs, si vous voulez retrouver les infos, j'ai fait la bibliographie, tac. Donc normalement, voilà, avec Nightbot, vous pouvez avoir la liste des BD dont je parle et le site des Utopiales si jamais vous voulez regarder un petit peu. Et donc, c'était un mot qui n'existait pas vraiment en tchèque non plus, dans mes souvenirs, quand Čapek l'a utilisé, ou qui était utilisé mais pas pour ça. Et donc, ça a donné le mot robot qu'on connaît aujourd'hui, qui est passé dans le langage courant de la science-fiction. Voilà. Avant, on utilisait, et ça c'est très très drôle, le mot androïde. Et l'histoire est très marrante parce que le mot androïde, il vient de andréide. Il vient de l'Ève futur de... Pourquoi j'ai envie de l'appeler Xavier ? Il s'appelait pas du tout Xavier. J'ai oublié son prénom. Machin de l'île Adam. Bon bah c'est pas Xavier, mais imaginez, c'est un autre prénom qui est pas Xavier. Pas Kevin non plus. Mais c'est un auteur du 17-18e-ish. Je referai un live plus précis pour donner toutes ces réponses parce que j'adore les robots, donc on va reparler des robots. Mais donc, dans cette histoire, dans les futurs, il y a un inventeur qui crée des automates et il est accompagné d'un petit man, que genre son petit pote, tu vois, je pense, genre à moitié un peu son élève. Je l'ai lu il y a très longtemps, vous imaginez tout ça. Et le petit man, il tombe amoureux d'une meuf. Et genre, waouh, cette meuf, elle est trop cool. Et le vieux scientifique, il est, ouais, ok, elle est chouette et tout, d'accord, elle est belle, mais purée, elle est super bête, vraiment, genre, elle est pas maline. Et lui, il dit, mais non, mais si, elle est chouette et tout. Et vraiment, le scientifique, mais je suis désolée, hein, mais... peut-être elle est belle, mais vraiment, elle est pas très fut-fut, quoi, ta pote. Et donc, il décide de lui fabriquer un automate qui soit du coup aussi joli mais vachement plus intelligent parce que c'est vraiment, il est genre non mais la conversation elle vole pas très haut, j'aimerais bien qu'on puisse je sais pas parler des fractales et là on peut pas.
Donc voilà, et donc il crée un automate féminin qui s'appelle une andréide. Et c'était un mot au féminin. Sauf que ce mot, il est passé en Angleterre. Et le mot, il est devenu androïde. Et après, de androïde, comme ils se sont dit, ah oui, la racine grecque andros qui veut dire l'homme, et ben les robots de sexe féminin, ils ont appelé ça des gynéides, avec la racine G-Y-N, guné en grec, qui veut dire la femme. Alors que littéralement, à la base, c'était un androïde féminin. Enfin, une andréide, c'était le féminin. Du coup, ils ont littéralement inventé une étymologie. Je pense que c'est le truc ultime des profs de français qui sont genre, là c'est une double métaphore, là en fait ils ont juste inventé le bail. Et Ultimate Grooming, fabriquer sa meuf. Franchement, je suis en train de me dire, je vais monter un ordinateur portable, enfin un ordinateur fixe, j'aimerais trop commander pièce par pièce. Finalement, si t'as un peu les sous, tu montes ta meuf, voilà. Et ben, la conférence sur le sexe avec les machines, c'était l'année dernière, la conférence sur le sexe avec les robots. C'était une conférence de Soul et vraiment, cette année, il en refait une sur le sexe avec les extraterrestres. Ça va être très très bien, donc notez bien dans vos plannings d'aller voir cette conférence, on va bien rigoler. Et donc voilà, donc le mot robota a envahi en fait le monde de la science-fiction et c'est un mot qui a été vachement plus utilisé finalement. Bref, RER c'est vraiment fun, la BD est trop bien, je trouve. Point. J'arrête parce que sinon je vais encore en parler pendant 3 plombes. On passe à Immonde d'Elisabeth Holville. C'est sorti. Alors, c'est chez Glénat, dans la collecte Millefeuille, qui est la collecte qui, en particulier, édite Timothée Le Boucher. Voilà. D'ailleurs, avec la participation amicale de Timothée Le Boucher, qui a, je pense, filé des coups de main à Elisabeth Holville. Il est sorti en 2022, janvier 2022, c'est ça. Elle avait déjà fait quelque chose, une BD qui s'appelait L'été fantôme, que j'ai pas lu. La couverture me dit quelque chose, mais j'ai pas de souvenir précis. Donc, j'ai vraiment découvert cette autrice. Ça raconte l'histoire d'une famille qui emménage dans un petit bled paumé qui a une centrale. En fait, la ville était à l'abandon complètement et on a découvert au centre de la carrière je sais plus si c'est un métal, en tout cas une matière un peu nouvelle qui permet de... qui va être utilisée à la place de l'électricité. Et on suit une famille qui vient d'emménager dans ce bled. Le père a trouvé un travail donc, dans la nouvelle centrale. C'est une espèce de grosse usine avec une carrière à ciel ouvert, une carrière souterraine. Et donc, on se retrouve dans une ville entourée de forêts, vraiment un peu paumée. L'ambiance est évidemment un peu lourde. Et puis, il y a des gens qui pensent que l'usine, donc Agema, elle est empoisonnante. Alors, on est sur vraiment une teinte de couleur plutôt bleu, violet, rose, qui est évidemment ma teinte de couleur préférée. Ça se passe beaucoup de nuit. Il y a plein de suspicions sur tout ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé le dessin, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Alors là, il y a un exposé sur les fractales. Et c'est pour ça que je pense aux fractales depuis quelques jours, parce que Jonas fait un exposé sur les fractales. Et en fait, donc, les gens sont un peu soupçonneux au fur et à mesure de cette usine. Il y a des gens qui disparaissent autour de la ville. Et donc 3 gamins, Camille, Nour et Jonas, deviennent amis. Nour, elle vient d'arriver donc avec cette famille. Et puis ils décident finalement d'aller explorer cette usine parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Et en parallèle, on suit... Alors écoute, qu'est-ce que les fractales ?
tu poses la bonne question Grâce, il y a un exposé dessus, je peux t'en parler. Et donc on suit en parallèle l'histoire de ces gamins qui savent pas trop ce qui se passe, qui essayent de comprendre. L'histoire d'Amin, donc le père de Nour qui travaille à la centrale, qui comprend pas trop parce que on lui interdit d'aller dans certains endroits, il y a des gens qui disparaissent. Et puis les propriétaires de la centrale qui ont complètement décidé de tout péter, ils s'en foutent. Bref, classique. Là on est vraiment sur du classique shit, la multinationale qui veut surexploiter les choses. Évidemment, il n'y a pas que ça, il y a aussi des mutations, sinon c'est pas rigolo. Il y a des monstres qui vont sortir de terre. Il va y avoir de plus en plus de choses un peu cheloues qui, si vous avez lu les BD de Charles Burns, ressemblent un petit peu dans l'esthétique. Je sais pas si c'est inspiré, et si jamais je croise Elisabeth Olville, si jamais elle vient, je sais pas checker, si jamais elle vient aux Utopiales, je lui poserai la question parce que ça m'a beaucoup plu. Donc l'exposé de Jonas sur les fractales pour Grâce. Les fractales, c'est des figures géométriques qui ont la particularité d'avoir des détails, quelle que soit l'échelle où on les regarde. Voilà. L'une des figures géométriques autosimilaires les plus connues, c'est le flocon de Corr, du nom du mathématicien suédois qui la découvre en 1904. Pour l'obtenir, on part d'un triangle équilatéral. Sur chaque segment du triangle, on enlève le tiers central que l'on remplace par un autre triangle équilatéral, et on répète l'opération avec chacun des segments des deux étoiles. Et en fait, on va avoir... Tiens, je te montre. Tu vois, on part d'un triangle qui devient un autre triangle, qui devient encore un triangle, qui devient encore et encore et encore un triangle encore plus petit. On obtient quelque chose qui commence à ressembler à un flocon. Le flocon de Corr, c'est ce qu'on obtient quand on reproduit l'opération un nombre infini de fois. Et en fait, c'est ça. C'est ce motif. Et en fait, si tu zoomes sur le motif, tu vas avoir toujours le même motif, et encore le même motif qui se répète. Et la fractale, elle est, comme le dit Jonas, partout dans la nature. Donc, par exemple, sur les feuilles des fougères, si tu t'approches d'une feuille d'une fougère, tu vas avoir encore plus la même feuille de fougère. Encore et encore et encore. Voilà, c'est ça les fractales. Leur structure ne change pas quand on change d'échelle. Voilà. Les brocolis, les flocons de neige, les réseaux des rivières, les vaisseaux sanguins dans nos poumons, l'ADN, les nuages, les arbres, les montagnes. Voilà, je suis content. J'espère que cette vidéo sur les Utopiales vous aura appris. Moi, j'ai réappris parce que j'avais oublié ce que c'était que les fractales grâce à Elisabeth Olville. Donc en plus, super intéressant, on apprend des choses. Sur le téléphone, les antennes de smartphone sont structurées en fractales. Purée, incroyable, je savais pas. Trop bien. Peut-être qu'on vous fera un exposé sur les fractales avec Johnny Hallyday. On va aller faire une balade en forêt, on va ramener plein de fougères et la prochaine fois on vous parle des fractales. Mais du coup, j'ai bien aimé l'ambiance. Je trouve que ça fait vraiment... on est dans un film d'horreur des années 80. Vraiment dans une ville qui était morte, qui est en train de revivre. Il y a plein de cités et de lotissements qui se reconstruisent pour que les nouvelles familles qui viennent travailler dans cette espèce de centrale viennent avec leur famille. Et tout le monde est un peu suspicieux les uns des autres. Et en même temps, il y a ce côté un peu teen movie des gamins ensemble qui veulent découvrir les choses, qui veulent aller plus loin. Ça parle aussi un petit peu de harcèlement scolaire. Et le fait que ce soit centré sur les ados, ça me fait aussi beaucoup penser à Charles Burns, qui est un auteur de BD américain qui a réalisé pas mal de trucs un peu glauques. C'est un peu la spécialité de Burns, dont évidemment j'ai oublié le titre, comme à chaque fois que je suis censée parler de quelque chose, j'ai complètement oublié comment ça s'appelait. Il a fait une BD qui est l'une de ses BD les plus connues, que pareil, je vais essayer d'avoir incessamment sous peu parce que c'est une bande dessinée qui me trotte toujours en tête un peu, qui raconte la vie d'adolescent dans une banlieue, enfin une ville américaine vraiment, et on suit un peu tous ces ados qui habitent là, et il y a une espèce
espèce de MST qui arrive, sauf que au lieu d'avoir des symptômes qu'on voit pas, donc par exemple des lésions sur les parties génitales ou des mycoses et tout ça, il y a une espèce de mutation, ce qui fait que tout le monde porte des espèces de stigmates physiques de mutation. Et donc il y a des gens avec des branchies qui apparaissent sur le cou, des écailles ou des yeux qui disparaissent. Et donc tout le monde porte cette marque de plus en plus et les gens se transforment peu à peu. Et en même temps, vu que ça arrive à tout le monde, les gens sont pas tant effrayés, il y a une espèce d'habitude qui se crée. C'est hyper intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Et Charles Burns, il a un trait qui ressemble enfin, Elizabeth Oliville, du coup, a un trait qui ressemble un petit peu à celui de Charles Burns, qui est un trait semi-réaliste, beaucoup en noir et blanc. Et c'est pas un trait qui est très droit, qui est très... Oh, bisous doctrice, bisous Zelda, ça me fait plaisir. Et Charles Burns, il a un trait qui est très rond, qui est pas sec et saccadé, carré, comme peuvent l'avoir je trouve, beaucoup de dessinateurs de comics. Et ça donne un effet très perturbant à ses dessins. Enfin, bon, j'aime beaucoup et du coup, j'ai un peu retrouvé ça là-dedans. On s'attache au personnage, en même temps, on est gêné. Donc, il y a une part de dégoût, une part d'attachement qui se crée. Donc voilà, et les couleurs sont géniales. Je trouve que tout a l'air sombre, du violet foncé, du bleu foncé, du vert très vif. C'est vraiment comme sur la couverture, quoi. On est dans ces teintes-là. La nuit, des sous-bois de forêt, les bords du lac. C'est très très bien. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, Ville Vermine. Donc là, j'ai les tomes 1 et 2. Donc j'évalue le tome 3. J'espère qu'il est aussi bien parce que je les ai lus ce matin, j'ai adoré. Ville Vermine 1 et 2, c'est une série de Julien Lambert que je crois je ne connaissais pas avant. J'ai beaucoup aimé son dessin. Je vais revérifier sur les internets si j'ai lu d'autres choses de lui, mais j'ai pas l'impression. Donc là, la série était en 2 tomes. Les 2 tomes se suffisent à eux-mêmes. Et donc, il y a un tome 3 qui est sorti. Et les tomes 1 et 2 s'appellent L'homme aux babioles et le garçon aux bestioles. Du coup, en plus, les 2 titres vont très très bien ensemble puisque ça parle littéralement des 2 protagonistes principaux. Julien Lambert. Je ne sais... J'ai aussi une mauvaise mémoire, donc c'est toujours le problème. Je sais plus si j'ai lu ou pas. Bon, il est né en 1986 à Dinan. Je vous donne les informations. Alors, il est décorateur sur Le Magasin des Suicides, le film d'animation. Et maintenant que je le lis, ça fait effectivement très très sens dans son style de dessin. Et il a fait une autre BD avec Manon Textoris qui s'appelle Edwin, le voyage aux origines. Je ne connais pas du tout. Et donc il a eu le prix, le Fauve Polar SNCF 2019 pour Ville Vermine, le tome 1. Et donc le tome 3 vient de sortir là, cette année. J'ai beaucoup aimé son trait, j'ai beaucoup aimé l'univers qu'il crée. Donc on suit l'histoire de 2 personnages. Qui se rencontrent en fait au tout début du tome 1, qui est un jeune garçon accompagné d'un chat et le grand man fâché. Et voilà, évidemment, comme d'habitude, je n'ai plus de mémoire, donc j'ai littéralement lu la BD. Ce matin, j'ai oublié le prénom des gens. Si c'est ça, le man s'appelle Jacques et le gamin s'appelle Rudy. Il a un chat qui s'appelle Mauvais Poil.
On est dans une ville un peu détruite, qui est très sale, qui fonctionne, on ne sait pas vraiment comment. Et le héros, Jacques Peuplier, il parle aux objets. On ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas vraiment comment. Voilà, les objets lui parlent. Du coup, il est récupérateur d'objets perdus, parce qu'il peut demander aux autres objets si jamais ils l'ont vu, et tout ça. Et au milieu de tout ça, donc il y a Rudy, qui est un petit gamin qui habite tout seul. Enfin, qui habite tout seul, qui a été abandonné et qui vit avec plein d'autres gamins dans un coin perdu de la ville. Il fait équipe avec son chat. Ils sont très mignons. Je les aime beaucoup tous les deux. Voilà, donc ça c'est Rudy et son chat. Ils attrapent des espèces de grosses mouches, de gros moucherons. Il y en a un peu partout dans la ville. Et puis bon, au fur et à mesure, il y a plein d'aventures. Rudy récupère plein de ces espèces de mouches et il les vend à la famille Monk, qui est une famille mafieuse qui a la main sur toute la ville, sur tous les trafics de la ville. Mais il commence à s'attacher à toutes ces espèces de grosses mouches qui volent, qui peuplent la ville. Donc il décide d'aller trouver une façon de les sauver, de voir ce que le man en fait. Et il y a d'étranges hommes volants, moitié humains, moitié insectes, qui se régénèrent. Alors déjà je trouve que le trait de Julien Lambert est très dynamique, vraiment. On comprend les actions, on voit où ça va. Des fois, c'est des trucs qui m'embêtent parce que je suis toujours perdue. Par exemple, dans les mangas, quand il y a trop de bagarres, je sais plus ce qui se passe, ils font des changements d'angle, ça me rend ouf. C'est hyper fluide. La narration, elle est hyper fluide. Les personnages, les mouvements. On se laisse vraiment juste porter par l'histoire. On a plein de questions. Et en même temps, il n'y a pas toujours de réponse et c'est pas si gênant que ça. Parce que c'est pas ce qu'on cherche. Je trouve que justement, voilà, l'univers de Ville Vermine, de cette ville dans laquelle tout le monde vit, mais on pourrait partir à la campagne, mais en même temps, est-ce qu'on y va pas? On sait pas trop ce que ça donne là-bas, on sait pas ce qu'il y a. C'est un peu étrange, ça a fait aussi penser au Grand Vide, avec cette histoire d'être obligé de rester dans cette ville, d'être obligé de rester coincé alors qu'on pourrait partir. Et je me suis vraiment juste laissée entraîner, quoi. Ça fonctionne effectivement comme un polar. On part à la recherche d'un objet, et puis après on part à la recherche de quelqu'un, et puis on se retrouve obligé de parler avec quelqu'un pour retrouver quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est des mécaniques narratives classiques, vraiment du polar et du jeu vidéo. Trouver tel item pour débloquer tel item, pour débloquer machin qui va te filer tel truc. Et on s'attache tellement vite. Tellement, c'est terrible, hein. Bon, après, peut-être je m'attache aussi beaucoup vite, mais non, j'ai trouvé que c'était de la... Genre, j'ai lu le tome 1 et 2, c'était bien, j'en ai pas assez. Je suis très contente de savoir qu'il y a un tome 3, j'ai envie de les relire. Je trouve qu'on reste... on a suffisamment de réponses, et en même temps, on a toujours envie de recommencer. Voilà, ça... Comme dirait ma grand-mère, ça a un petit goût de reviens-y. Voilà, j'ai cité ma grand-mère. Bon, je vais arrêter, mais je sais pas trop comment décrire plus les émotions que j'ai eues là-dedans. Ça m'a vraiment plu. J'étais vraiment à fond dedans, j'étais bien emportée. Et il y a beaucoup d'architecture et j'adore les architectures, donc ça m'a aussi rendu très très content. Toutes les architectures de ville, je trouve que il n'y a jamais de solution de facilité. On a des points de vue très aériens et juste les deux couvertures le prouvent. Enfin, on est dans une ville qui prend toute la place, qui est un peu anxiogène, qui devient un personnage à part entière au fur et à mesure. Et je trouve que c'est toujours ce qui me plaît quand les autoristes ils arrivent à donner vie à leur décor.
Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans Le Grand Vide, et c'est ce que j'aime le plus chez Mathieu Bablet, c'est cette capacité à traiter l'architecture comme un personnage, à traiter l'architecture comme une façon de, non pas de compléter un fond, mais de rajouter soit un niveau de lecture, soit faire passer un autre message, soit vraiment influencer à la fois le lectorat et à la fois les personnages. Et donc, ouais, je trouve que ça le fait très bien. Oui. Oui, je pense qu'un de ces quatre, je vous parlerai encore des architectures, car c'est l'une de mes passions. Enfin, voilà, je suis pas architecte, je suis pas... Voilà. Mais voilà. Oui, j'ai interviewé Mathieu Bablet aux Utopiales il y a 2 ans, je crois. Je sais, si je le croise, j'espère que j'aurai le temps de lui poser 2-3 questions. Mais comme là, il n'y avait pas non plus... il avait sorti que Carbone et Silicium. J'avais pas non plus beaucoup de questions. Mais oui, donc je l'ai interviewé et j'ai écrit un article pour le colloque du laboratoire des imaginaires sur les espaces imaginés. J'avais travaillé sur l'architecture chez Mathieu Bablet et à quel point l'architecture, elle est considérée comme plus importante que les personnages. En tout cas, à mon sens. Et je trouve que Carbone et Silicium rentrent... À l'époque, il y avait donc que les 3 premiers qui étaient sortis. Ces 3 premiers one-shots sur lesquels j'ai surtout travaillé. Et Carbone et Silicium est sorti entre-temps. Et je trouve que ça continue dans la même lignée, quoi. C'est toujours... ces architectures sont toujours remplies de sens, de symboles, de signification et de personnification. Donc voilà. Donc, voilà, vous m'avez donné envie de faire un nouveau live sur les architectures. Attention, ça va arriver. Et on passe à la dernière. Pourquoi 3e? Non. À la 6e BD, parce que normalement j'ai parlé de tout. Qui est René au bois dormant de Héléné Usdin. Je connaissais pas du tout l'autrice quand je me suis lancée. Je l'ai lu il y a quelques temps déjà. Je savais pas qu'elle était sélectionnée pour les Utopiales. Juste tout le monde en parlait, donc j'avais envie de voir ce que c'était avant de l'acheter, car maintenant j'emprunte mes BD à la bibliothèque avant de les acheter, et j'ai bien fait, puisqu'en fait j'ai pas vraiment aimé. En fait, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. Il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé là-dedans. Grâce dit, ça donne envie de s'intéresser à Bablet. Et bah ça tombe bien, car j'ai ces 4 one-shots. J'ai Midnight Tales, ça devrait énormément te plaire. Et courant novembre sort Midnight Orders, qui est la fin, la conclusion de Midnight Tales. Donc ça va être très très bien. Je pourrais te prêter tout ça, je vais acheter Midnight Order évidemment. Et vraiment, moi je recommande tout de Mathieu Bablet. Enfin, en tout cas, c'est one shot et tout ça, parce que c'est très très bien. Après, je sais qu'il a aussi beaucoup participé à Doggy Bag, et là je suis un petit peu moins fan, mais parce que je suis moins fan de base de ce qui était décidé de faire. Mais voilà, oui, je te ferai une petite liste, je te prêterai tout ça. Mais Midnight Tales, tu vas adorer. C'est vraiment l'histoire. C'est une série qui est dirigée et showrunnée par Mathieu Bablet, mais faite par plein d'autres gens, avec des bandes dessinées et des nouvelles et des points d'information qui sont la plupart du temps faits par la femme de Mathieu Bablet, qui est historienne, et qui parle du surnaturel, et qui parle au fur et à mesure donc d'un ordre de sorcières qui protège le monde. C'est à la fois horreur, à la fois magical girl. C'est très très intéressant, c'est très très bien fait. Il y a une bonne sélection et un très bon casting des gens qui ont participé. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, et donc je reviens, car j'aime les digressions, sur René au bois dormant. L'autrice se décrit comme artiste plasticienne. Je crois qu'elle est française et qu'elle vit en Belgique, ou l'inverse. Elle est belge ou suisse et elle vit en France.
il y a un très beau trait, il y a un très beau travail de la couleur. On a beaucoup cette espèce de contraste qui est joué souvent entre comme en fait on le voit sur la couverture, entre le bleu, le vert foncé, et puis des couleurs chaudes, rouge clair, du jaune. Le dessin est pas le genre de dessin qu'on voit souvent, ce qui fait que ça en fait un très bel objet. Après, j'avoue ne pas avoir aimé l'histoire. Et en fait, c'est un petit peu mon problème, c'est que je pense que les gens aiment, et du coup, les gens vont vouloir que Hélène Usdin gagne. Et moi, je suis très très mal à l'aise avec ça, parce qu'en fait, donc, on raconte l'histoire, on suit le personnage de René, qui est un petit garçon qui vit dans une grande ville, dans un appartement avec sa mère. Et puis à un moment, il perd son doudou, il pénètre dans un espèce de monde onirique. Et là, on est un peu sur de la Alice au Pays des Merveilles, avec plein de personnages qui lui confient des missions. Il va en apprendre un petit peu plus. Et de fil en aiguille, on va comprendre que le personnage de René, c'est un personnage qui a fait partie des enfants qui ont été kidnappés par les colons européens. Et donc ça, c'est une vraie histoire. Les Amérindiens et les Premières Nations au Canada ont vu beaucoup de leurs enfants se faire kidnapper par les gens, par les colons en fait, forcés à être intégrés dans des écoles et des orphelinats, et ensuite adoptés par des personnes blanches. Donc on les a forcés et on les a obligés à plus parler leur langue, à parler seulement anglais ou français, à se convertir au catholicisme. C'est un événement qui commence à être reconnu par les gouvernements. Entre 2016 et 2018, les gouvernements canadiens et québécois sont revenus dessus, se sont excusés. Il y a eu des excuses publiques, mais il faut savoir que ça a participé au génocide amérindien et au génocide des Premières Nations. Et c'est encore un sujet qui est très tabou dans beaucoup d'endroits, qui est très sensible. Et du coup, je suis extrêmement mal à l'aise que ce soit une femme blanche qui ne soit absolument pas concernée, qui fasse une bande dessinée là-dessus. Donc, de base, je suis plutôt très mal à l'aise, même si son dessin est très beau. Je trouve que ce n'est pas sa place de parler d'un traumatisme culturel et générationnel et communautaire qu'elle n'a pas vécu. Et ensuite, du coup, elle se base aussi sur plusieurs éléments de la mythologie amérindienne. Par exemple, le deux esprits, qui est en général un chaman qui, selon la mythologie, est à la fois homme et femme. Donc, d'où le deux esprits. Et le personnage donc de René devient à un moment une petite fille, puisque étant deux esprits, il change de corps. En fait, mythologiquement parlant, il y a des histoires. Je trouve que c'était une figure mythologique qui est aussi un peu liée à l'intersexuation et à la non-binarité. Là, tout ça est un peu fantasmé, et je trouve que on voit quand même beaucoup les grosses ficelles de la personne blanche qui est passionnée par les Amérindiens, ce qui m'a aussi mis très mal à l'aise. Et le personnage de René est vraiment un petit garçon, enfin je sais pas quel âge il a, mais il est vraiment pas vieux. Et quand il se transforme en petite fille, j'ai trouvé, et après ça, si ça se trouve c'est juste mon regard, mais j'ai trouvé que le personnage féminin était plus sexualisé que le personnage masculin, et ça m'a mis aussi très mal à l'aise d'avoir une espèce de sexualisation de cet enfant qui a, je sais pas, une dizaine d'années. Donc ouais, j'ai trouvé qu'il y avait des façons dont le personnage féminin était dessiné et mis en scène qui est
qui étaient des poses qui n'étaient pas utilisées pour le personnage masculin. Et donc voilà, j'ai été un petit peu... Du coup, en fait, j'ai été très mal à l'aise du début à la fin du bouquin. Je trouve que le dessin est effectivement magnifique, mais bah, ça questionne encore et toujours la place des personnes blanches à s'approprier des histoires qui sont pas les leurs, à s'approprier des thématiques, des légendes, des mythes et des traumatismes qui sont pas les leurs, sous couvert de vouloir mettre en avant la culture des autres. Bah, du coup, moi, je suis vraiment pas convaincue par ça. Je suis pas. C'est quelque chose qui me que je trouve pas ok. C'est de quelle nation amérindienne? Parce que chez les Algonquiens et plus globalement chez les Iroquois, les notions de genre sont très très floues et précises selon les cas. Mais en fait, c'est un petit peu ça le problème, c'est que il faudra revérifier tout ça. Et puis alors, la BD, je l'ai lu aussi il y a longtemps, et comme j'étais fâchée, j'avais pas envie de la relire. Mais... En fait, il n'y a pas de précision. Il y a des moments... où, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un espèce de micmac de plein d'éléments des Premières Nations qui sont mis ensemble parce que il y a eu plusieurs en fait il y a eu plusieurs genres de kidnapping comme ça qui se sont pas passés de la même manière au Canada et aux États-Unis. Et donc voilà. Donc j'avoue, je me rappelle plus vraiment. Peut-être qu'on va pouvoir... je pourrais peut-être pouvoir repasser dedans aux Utopiales. Peut-être que Hélène Eugénie, qui sera là aux Utopiales, pourra en parler un peu plus en détail. Et peut-être que ça explicitera plusieurs points et que finalement je serai un peu moins fâchée. Mais de base, le fait que ce soit une meuf blanche belge qui fasse ça, ça me questionne énormément. Oui, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai que les Micmacs, c'est aussi un peuple... D'ailleurs, peut-être que cette expression n'est pas... Je sais pas d'où elle vient. Mais voilà, donc j'ai pas un avis aussi enthousiaste sur René au bois dormant. Et en fait, j'en ai entendu parler en bien par tellement de gens. La BD, elle a été encensée vraiment partout, donc j'ai très très peur qu'elle gagne. Et juste de base, sur le point 2, c'est une meuf blanche qui fait de l'appropriation culturelle, bah j'ai pas envie qu'elle gagne, ça me semble pas ok. Alors qu'en plus, littéralement, dans la sélection, tout est incroyable. Et je pense que d'autres gens, comme Elisabeth Osville ou Léa Muraviec pourraient gagner haut la main, et ça serait vraiment cool. Mais oui, voilà, moi c'était un petit peu ça qui m'embêtait, c'est que... Enfin, je me souviens plus, mais... Purée, merci, alors merci pour le technicien, pour absolument toutes les explications étymologiques et sémiologiques. Je suis très, très content de t'avoir dans le chat. Merci de faire les recherches. Donc en fait, ça n'a pas de lien. Ouf. Enfin, pas ouf, mais ouf, genre c'est dingue. Donc voilà, c'était mon point sur les BD. J'espère que si vous voulez les lire, moi j'ai Le Grand Vide de Muraviec. Je vais acheter RER bientôt. Et je pense aussi acheter Immonde, parce que j'ai beaucoup aimé. Et si je tombe sur Ville Vermine, peut-être que je prendrai les 3 parce que j'ai beaucoup aimé. Non, le technicien, c'est pas du tout chiant, ça me fait très très plaisir. Moi, j'aime beaucoup qu'on fasse des points en Wikipédia. Je le fais de base dans toutes les conversations, de checker sur mon téléphone, mais là, vu que je suis en live en même temps, c'est compliqué de me poser pour prendre le temps de fact-checker tout ça. Mais merci, moi j'aime bien. Et du coup, maintenant qu'on a vu ça, on peut regarder le reste du programme. Sachant que j'ai pas tout suivi, parce que j'ai été à la conférence de presse mais j'ai pas écouté. Comme souvent.
Enfin, j'ai écouté qu'il y avait Rintaro. Alors, il y a Mathieu Bablet cette année, donc aux Utopiales, puisque c'est lui qui va remettre le prix BD. Il n'y a pas Léa Muraviec. Je suis extrêmement déçue. J'ai été très fâchée quand je l'ai vue. Parce que je suis très très triste. Parce que c'est vraiment... C'était elle que j'avais envie d'interviewer cette année. Je voulais faire une seule interview. C'était Léa Muraviec et elle n'est pas là. Donc, cette année, l'affiche, elle a été dessinée par Marc-Antoine Mathieu, MAM. Est-ce qu'il y avait des petits fours à la conf de presse? Je sais même pas parce qu'on s'est barré avant la fin. Enfin, on s'est barré quand ça s'est fini. On n'a même pas... on était boire un café à la maison. Mais oui, je sais, vous m'avez déjà dit que avec Doctrice, vous l'aviez interviewée et qu'elle était trop sympa. Et je suis très triste. Mais un jour, j'arriverai à interviewer Léa Muraviec et à parler du grand vide avec elle. Je ne sais pas quand, mais c'est une promesse faite au monde. Un jour, ça arrivera. Et donc, l'affiche a été faite par MAM, ce qui est à la fois très... Enfin, qui est très surprenant dans tous les sens du terme, parce que Marc-Antoine Mathieu, il a un dessin qui est très très particulier, qui est lui aussi un peu comme Charles Burns dans le réalisme simplifié. Et du coup, c'est aussi marrant parce que c'est une affiche qui est en noir et blanc. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas eu. Ça fait des années et des années et des années que les affiches, elles sont dans les nuances de bleu. Ça tranche un petit peu avec ce qu'on a eu et avec toutes ces affiches qui étaient beaucoup dans les détails. Alors que là, MAM, ça va vraiment à l'essentiel. Mais je suis extrêmement content parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Le thème étant limite, ça tombe très bien parce que il fait partie des auteurs de bandes dessinées francophones qui remettent en question les limites de la bande dessinée comme forme narrative. Il va y avoir une expo, vraiment, je vous recommande cette expo. J'ai tellement hâte de la voir. Moi, ça fait des années que je suis un peu ce qu'il fait. Fun fact, d'ailleurs, j'ai écrit un article, je pense en 2016 ou en 2017, sur notre blog de master, sur les limites de la bande dessinée, les limites de la case, de la bordure et de leur remise en question par donc Marc-Antoine Mathieu et Andreas, qui est un autre auteur de bande dessinée que j'aime beaucoup. Voilà, donc fun fact, je pourrais en parler, mais j'en ai déjà parlé il y a longtemps, quand j'étais jeune. Qu'est-ce que j'avais vu aussi qui m'avait donné super envie? Alors il y a Geoffroy Monde. Je suis un peu hypée. Peut-être je vais regarder sur quel conf il est. Il a fait plusieurs BD. Il a fait Papa Requin. C'est comme ça que ça s'appelle. Et Monsieur Karaté? Non? Monsieur Requin? Bon, bref. Ça c'était des strips un peu absurdes que j'avais aimé. Et il a fait une série en plusieurs tomes qui s'appelle Poussière, que j'ai trouvé vraiment vraiment très très bien. C'est pareil, c'est sur la liste de choses à acheter, mais que je recommande beaucoup. Il va y avoir, alors, donc Saul Pandelakis, évidemment, c'est un auteur de SF, il est très fort, il est très chouette. J'ai hâte d'aller à toutes ses conférences. Quentin Rigaud, il a fait Stigma Odyssée spatiale. Odyssée, non. Si. Spatial, Sporal, bref, c'est très très cool. C'est un one-shot de BD qui avait été commencé sur Attaque Surprise. On a parlé d'Attaque Surprise hier soir quand on parlait de Termaz. Donc ça a commencé sous forme de webcomic. C'est vraiment vraiment de la très très bonne SF. Je vous le recommande. Je pense que je vais emmener mon exemplaire de Stigma pour me le faire dédicacer par Quentin Rigaud. Ça c'est de la BD franco-belge plutôt nouvelle génération, comme en fait quasiment toute la BD que je lis, donc ça tombe très bien. C'est vraiment des gens que je suis depuis ma prime jeunesse, depuis l'époque des blogs BD, mais pas la génération Bagieux, Boulet, plutôt la nouvelle génération, Sophie Bédard, Myriam Mal, Exa Eva, donc Quentin Rigaud, Tarmaz, Chariot Spiral, tout ça. Je recommande. Un jour, je vous ferai aussi un super live sur Attaque Surprise, je pense, parce que c'est j'ai envie de dire mon péché mignon. Quand je sais pas quoi faire, quand je m'ennuie, je vais juste sur Attaque Surprise et je lis des BD que j'ai déjà lu plein de fois, mais du coup, je les relis encore et encore et encore, et c'est un grand plaisir.
Qui est-ce que j'avais envie de voir aussi? Alors, il y a des gens qui sont là tous les ans depuis la création des Utopiales. Donc, ça change pas. Il y a Valérie Mangin cette année. Il y a une exposition sur elle. C'est chouette parce que moi, je crois que ça va être la première fois que je vois une exposition sur une scénariste. Valérie Mangin, elle est scénariste de bande dessinée. Elle est scénariste depuis très longtemps. Elle a fait des séries de BD historiques, elle a fait des séries de BD de space opéra, elle a fait énormément de choses. Il y a des trucs où je sais pas que c'est elle, et d'un coup je me rends compte que c'est elle. Voilà, elle est partout. C'est très bon. Il y a Froideval cette année. Froideval, c'est un vieux dessinateur de BD, plutôt d'inspiration. Comment décrire ça? Inspiration dark fantasy, comics américains de dark fantasy. C'est vraiment des armées et des armées de démons. Il a des... Je recommande, si vous pouvez, jeter un œil au moins, parce que je trouve que la manière dont il construit ses cases et dont il construit ses planches, dont il insère les dialogues, les personnages, c'est très intéressant, c'est très intelligent. En tant que lecteur et lectrice, on est vraiment porté par son trait. C'est plein de mini détails. Je suis pas hyper... Enfin, c'est vraiment de la dark fantasy hyper sexiste. Mais c'est de la très bonne dark fantasy hyper sexiste. Je pense que c'est comme ça que je peux le mieux décrire Froideval. Et qui est-ce que d'autres? Je sais plus. Vraiment, j'ai vu la liste, me suis dit trop bien, et après j'ai tout oublié. Gwen de Bonneval. Non, attends, je confonds. Si. Est-ce que c'est lui? J'ai encore oublié qui étaient les gens, comme à chaque fois. Donc, il y a des choses qui ne changent pas. Ma mémoire est toujours nulle. Je sais plus si Gwen de Bonneval, c'est un auteur. Ah, le dernier Atlas. Mais est-ce que c'est lui? C'est un auteur de BD dans mes souvenirs. Je crois que c'est lui. Est-ce que c'est lui? Alors, le dernier Atlas, tout le monde en parle. C'est plein de tomes. Ça a l'air compliqué. Je n'ai jamais eu le courage de mettre le nez dedans. Il y avait une expo sur le dernier Atlas aux Utopiales, peut-être l'année dernière. Mais c'est pas pour ça que je le connais. Je le connais pour... Il est dessinateur et scénariste de bande dessinée. Ah, voilà. Il a fait une série qui s'appelle Gilgamesh, qui était chez Poisson Pilote. Poisson Pilote, c'est la série... Enfin, c'est une collection de chez Dargo. Et la collecte Poisson Pilote, c'est la collecte qui a édité Le Chat du Rabbin de Sfar, qui a édité Les Aventures de Lapino de Trondheim, plein de one-shots de David B. Donc c'est vraiment une collecte franco-belge... comment dire? J'ai envie de dire nouvelle génération, mais c'est pas vrai parce que maintenant ils sont vieux. En fait, c'est la collecte qui a imprimé les gens qui sont des boomers aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient la nouvelle génération de la bande dessinée. Voilà. Et en fait, j'ai surtout lu Messire Guillaume avec Mathieu Bonhomme. Et donc, c'est Mathieu Bonhomme qui dessine. C'est une série de medieval fantasy que j'ai adorée, que j'ai trouvée hyper touchante. C'est en 3 tomes. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et vraiment, ça m'a hyper marqué. J'aimerais bien l'avoir aussi. Donc voilà. Un jour, je l'achèterai. Je vous le prêterai. En fait, il y a beaucoup, comme d'habitude, trop de BD qui sortent et j'ai pas assez d'argent. C'est en fait mon problème, c'est ça, c'est que je n'ai jamais assez d'argent pour acheter toutes les BD que je veux. Qu'est-ce que tu dis, Maxence? Ah, 3 tomes pour le dernier Atlas. Beaucoup de contenu dans le dernier Atlas, comme une série qu'on binge-watch. Leurs mots. Ok. Bah, du coup, moi, ça m'a fait l'effet inverse. J'avais l'impression qu'il y avait 10 milliards de tomes et trop de choses, et ça m'a fait peur, et du coup, je voulais pas y aller. J'étais pas rassurée du dernier Atlas. Quand
quand Radio Moustique aura explosé, j'espère, je compte sur la YouTube Money et la Twitch Money pour m'acheter toutes les BD dont je rêve. Il y a Théo Grosjean qui est l'auteur de L'homme le plus flippé du monde, qui a été popularisé sur Instagram, qui est très très chouette, donc j'espère que ça va être bien. Après, j'ai absolument oublié qui étaient les gens. Il y a Merwan qui est là, il a fait Mécanique Céleste, qui est une série qui est une BD un roman graphique de SF sur un espèce de jeu qui s'appelle la Mécanique Céleste, qui est un espèce de handball par lesquels les sociétés règlent leurs conflits. C'était pas mal. Après, tout le reste de ce qu'il a fait, j'ai trouvé ça très sexiste. Et c'est un mec cis qui écrit des trucs beaucoup à la place des femmes. Du coup, je suis pas fan. Et alors, pour revenir sur ce que le technicien de Doctrice dit, on ne peut pas encore sub, mais bientôt on pourra. Car j'ai atteint les 50 followers qu'il fallait. C'est fait. Et il faut donc, pour que je sois affiliée, j'en parle à chaque live, mais du coup, je vous préviens de ce qui se passe. Il faut que j'ai streamé 8 heures au total, donc je pense que on y est bientôt, et 7 jours différents sur une période de 30 jours. Donc je pense que courant novembre, ça sera fait. Et que j'ai une moyenne de 3 personnes qui regardent les lives. Et en général, vous êtes 3 ou 4. Bonjour Gilles, tu peux dire bonjour à la caméra, elle est là. Donc normalement, l'idée c'est que j'essaye d'être affiliée bientôt. Donc voilà. Alors, Maxence, tu ne le connais pas, je te présente Gilles. Il est très beau, il est tout doux, il a les poils très longs. C'est un très beau chat. Hein, mon Giles. Mais là, tu es sur le clavier. Bon voilà, du coup j'espère que... Non, ça va. Parce que Vénus, quand elle vient, souvent elle laisse des messages aux gens en s'endormant sur le clavier, mais là ça va. Qui est-ce qu'il y a d'autre de très bien? Je pense que Doctrice, vous connaissez plus de gens que moi. Dans les invités, bon il y a Marc qui vient, il y a Betty Piccoli, ça va être chouette. Au niveau de la BD, moi je crois que j'ai fait un peu le tour des gens que j'attendais surtout. Oriane Velten, je sais pas qui c'est. Ah mais c'est Oriane de... Ok, donc je sais qui... Je lui ai parlé sur le Discord, mais je ne l'ai pas rencontré en vrai. Et du coup cette année je vais avoir le temps de rencontrer tout le monde et de parler avec tout le monde, ça va être très très bien. Les scientifiques, je fais pas la liste parce qu'en fait je les connais pas souvent. Cette année, ils ont fait des trucs genre parcours, si jamais vous voulez suivre, si vous voulez prendre un parcours parce que vous avez la flemme de checker le programme, ils ont fait un parcours découverte de la SF, les Utopias à la 360, imaginaire asiatique, gamer et tout ça. Et du coup, comme ça, tu peux choisir le programme, t'as pas besoin de te prendre la tête. En fait, en gros, ils ont fait un planning pour toi. Voilà. Y aura comme d'hab l'université éphémère. Je pense que comme d'hab, j'aurai la flemme d'y aller. Ça c'est classique. Bon après là c'est toutes les tables rondes, mais moi je vais regarder dans le gros truc. En général j'ai la flemme de lire de quoi ça parle, parce que en plus déjà souvent ils parlent pas de ce qu'il faut parler. Et du coup je garde les surprises. Alors cinéma... Je sais pas... Alors, j'ai vraiment pas checké. Attendez. Qu'est-ce que Maxence me dit? Hop. Les agglomérés font des confs en non-mixité. Ah oui, alors ça avait l'air pas mal du tout. Donc, je vais checker aussi tout ça. Enfin, je vais regarder. Au niveau du Cinoche, je ne sais plus... Je sais pas si vous avez des envies. Moi, je vais aller voir sans aucune hésitation. Et si quelqu'un se met en travers de ma route, ce sera la bagarre. Je vais aller voir Unicorn Wars de Alberto Vasquez, car je suis extrêmement fan d'Alberto Vasquez. C'est un auteur de BD qui est espagnol.
qui a déjà sorti Psychonautas, qui était sorti il y a 5 ans aux Utopiales, que j'avais vu là-bas, que j'avais découvert là-bas. Comme Psychonautas, Unicorn Wars est adapté d'un de ses courts-métrages qui s'appelle El Sangre del Unicorn. Je sais pas, je parle pas espagnol, donc je sais pas. Mais je vais aller voir ça. J'adore tout ce que fait Vasquez. J'adore son travail au niveau de la couleur. Bref, j'ai super hâte. Ça, c'est la compète. Donc, je pense que à part ça, je vais pas trop regarder. Si, il y a Viking de Stéphane Lafleur. J'en avais entendu parler de Stéphane Lafleur quand j'étais au Québec. Donc, j'ai un petit peu envie d'aller voir ça. Sinon, le reste, je vais suivre le Funky Flow. Et ensuite, donc les courts-métrages, j'adore aussi. En général, j'ai jamais le temps de les faire. Je me croise les doigts pour que cette année, j'ai le temps de faire au moins une session. Et j'aime trop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses. Je pense que là, il y a des fois, je pense que je vais suivre Grace et je vais aller voir les trucs que Grace va voir. L'échelle de Jacob, j'ai jamais vu. Soleil vert, j'ai trop envie de le revoir, j'adore ce film. Alien le retour en director's cut, j'ai pas vu les autres. Parce qu'en fait, à chaque fois, je m'endors, donc il faut que je revoie Alien, enfin que je vois Alien. L'Entre de la folie, il est trop bien, je l'ai revu il y a pas longtemps, et peut-être je vais retourner le voir parce que je le trouve vraiment, vraiment cool. La Mutante, il était passé sur le live des Intergalactiques, je pense, il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines. Peut-être un peu plus, 3 semaines, bref, ça a l'air un peu pété mais un peu fun. Il y a L'évadé du futur de Michael Crichton, j'adore, c'est le man qui a écrit Jurassic Park, c'est un auteur de SF qui a écrit des milliards et des milliards de trucs qui ont été adaptés ensuite en très très mauvais, en général très mauvais films ou téléfilms et tout ça. Genre je me suis rendu compte qu'en fait... mon père qui regarde beaucoup de films sur M6 avait vu la moitié des bouquins des adaptations de Crichton. Mais en général, c'est très fun. Et oui, non, mais c'est parce qu'en fait, il y avait Alien à la Nuit Ciné il y a peut-être 1 an ou 2 ans aux Utopiales et je voulais le voir, sauf que d'abord, il y avait le documentaire sur Alien. Donc je suis sortie de la salle pour pas me spoiler le film. Mais après, quand j'ai voulu voir Alien, il était 5h du matin et je me suis endormie comme un bébé. Donc, je n'ai toujours pas vu Alien. En fait, si je l'ai vu, mais je m'en rappelle plus parce que j'ai une mauvaise mémoire. Du coup, il faut que je revoie et que je vois toute la série. Parce qu'en plus, j'ai tout téléchargé. Genre, vraiment, j'ai Prometheus, j'ai tout ça, tout Covenant, tout. Mais je veux tout voir dans l'ordre parce que j'ai des problèmes de monomanie. Alors, il y a Mad Max Fury Road de George Miller. J'adore George Miller. Je trouve que c'est un excellent réalisateur. Vraiment, les gens pourront dire « Oh mais oui, on peut faire une soirée Alien !» Vraiment, je serais immensément dispo et très très content. George Miller, si vous connaissez que Mad Max de sa filmographie, je vous conseille d'autres films incroyables qu'il a fait, qui sont Babe, Histoire du cochon qui voulait devenir fermier, excellent film. Les sorcières d'Eastwick, avec Cher, Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon et Jake Nicholson. Excellent film, hilarant. 3000 ans à t'attendre, que j'avais pas compris, mais qu'une fois que Grace m'a expliqué, c'était très très bien, j'ai beaucoup pleuré, c'est hyper triste, c'est trop bien. Allez-y, George Miller fait des films très variés. Le prouve Mad Max Fury Road et Babe, l'histoire du cochon qui voulait devenir fermier, mais qui sont tous très très bons. Voilà. Dredd, c'est adapté du comics de Judge Dredd, qui est un espèce de flic dans une ville complètement pas du tout gérée. Autour, tout a été détruit et il y a des mutants parce qu'il y a des radiations, donc les gens sont enfermés dans plusieurs villes et il y a des espèces de... c'est voilà, Mega City One. Et il y a pas beaucoup de gens, mais du coup il y a des giga flics. Et là, c'est Sylvester Stallone qui joue Judge Dredd et en général, il est genre... Et il tire sur tout le monde et c'est la giga bagarre. C'est très très violent, c'est très très chouette. J'ai pas vu le film, donc peut-être j'irai.
Et j'aime beaucoup le comics. Donc je recommande très fortement, enfin si vous voulez venir. Coucou Flibidi. Purée, est-ce que c'est Vincent? Sinon je sais pas qui c'est. Qui a ce surnom? Attendez, je suis perdue. Qui a ce surnom si ce n'est pas... Ouais, je savais que c'était toi. Si t'avais pas dit oui, j'aurais été vraiment très perdue, je pense. Comment ça va? C'est vrai que ça fait très très longtemps qu'on s'est pas vu. En plus, tu me manques, je pense souvent à toi. Enfin, donc voilà, donne-moi de tes nouvelles. Et il y a un faux biopic sur Kafka, effectivement. Ensuite, je sais plus qu'est-ce que j'avais envie de voir. Il y a Solaris qui me donne toujours envie, et la 4ème dimension. J'adore la 4ème dimension. Enfin, j'adore la série, j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a écrit George Miller, et j'adore George Miller, donc vraiment, vous voyez que là, il y a plein de choses qui s'interconnectent. J'ai pas mal de DVD de la 4ème dimension de la saga que j'adore, donc peut-être j'irai voir le film. Évidemment, avec tout ça, j'aurai jamais le temps de tout faire, mais c'est pas grave. Il y a The End of Evangelion. J'adore Evangelion. J'ai super envie d'aller le voir. Et en même temps, je l'ai déjà vu, et je l'ai vraiment vu il y a pas longtemps, mais en même temps, c'est trop bien. Donc voilà. Je suis... Non mais oui, tu m'as déjà dit que j'avais envie de voir l'échelle de Jacob. Je t'ai déjà dit que je viendrais avec toi. Je sais, je vais venir, je serai là. Et il y a Rintaro qui sera aux Utopiales. Rintaro, c'est le man qui a fait Albator et qui a aussi fait plein de séries. Et du coup, il y a la soirée ciné avec 3 longs métrages de Rintaro. Ça tombe bien parce que c'est 3 longs métrages que j'avais envie de voir. Comme quoi, le monde est bien fait. Ça faisait plusieurs années que je me disais que ça avait l'air vraiment fun tout ça et qu'il fallait que je les voie. Je suis très content. Et le principe des Utopes, c'est de pas avoir le temps et passer beaucoup de temps au bar, oui, mais d'habitude j'ai pas le temps parce que je travaille. Alors je me dis que cette année, je vais quand même avoir plus de temps parce que je travaille pas. Donc je vais aller voir mes films. Et je serai quand même au bar et je parlerai avec tous les gens à qui j'ai dit bonjour ces dernières années sans avoir jamais le temps de parler. Donc voilà. Mais oui, il y a le Metropolis de Rintaro. Le Metropolis de Rintaro. Ça fait 3 ans que je me dis, ce film il a l'air incroyable, il faut que je le voie. Et là, bim, il y est. Donc je serai probablement à la soirée ciné pour aller voir les films de Rintaro. Donc là, il y a plein de films de Rintaro car ils l'ont beaucoup répété, beaucoup à la conférence de presse. Rintaro sera là. Et ça, c'est la carte blanche de Rintaro. C'est lui qui a choisi les films. C'est des films qui l'ont beaucoup inspiré. Et apparemment, le film russe, il est absolument plus dispo. J'avoue que ça me tente aussi parce qu'en fait, comme d'habitude, j'ai envie de passer tout mon temps au ciné. Donc, il y aura l'exposition sur MAM. Ça va être très très chouette. C'est la grande expo. Et ils ont aussi annoncé pendant la conférence de presse que normalement, c'est probablement la plus grande expo de toutes les expos des Utopiales. C'est la première fois qu'il y en a une aussi grande. Et je pense que ça va être aussi la plus grande expo sur Marc-Antoine Mathieu. Donc j'ai super hâte, vraiment. Là, au niveau de la déconstruction du 4e mur, de la destruction du lien entre le lecteur et la diégèse, c'est absolument génial. Marc-Antoine Mathieu, il a fait une super série qui s'appelle... j'ai encore oublié le nom du man. Julius Corentin Julius Akfak, détective des rêves. C'est une giga zinzinade. Par exemple, il y a l'un des tomes, quand on récupère la bande dessinée, la couverture de la bande dessinée, c'est quelque chose comme la page 32. Donc en fait, il faut lire la page 32 et tout ça pour arriver en fait au milieu de la bande dessinée à la couverture et la 4e de couverture et les pages blanches. Enfin, vraiment incroyable. Il y a un tome où, dans le premier tome en fait de la série, le lancement de la série, il lance le principe de l'anticase, qui est en fait un trou dans la bande dessinée, ce qui fait que c'est à la fois un message du futur, c'est-à-dire que quand ta page elle est comme ça, tu vas voir
à la place de la case découpée, la case des pages suivantes. Donc ça montre le futur des gens de la diégèse. Et quand tu tournes la page, ça montre le passé des gens de la diégèse parce que ça montre la page précédente. Bref, c'est très intéressant. J'adore. J'aime beaucoup les gens qui suranalysent et en suranalysant disent on va casser ça. J'adore. Je trouve que ça marche trop bien. Donc une expo sur Rintaro, ça va être trop cool. Voilà, parce que bah c'est Rintaro et que quand même un maître de l'animation japonaise, ça fait toujours plaisir. Valérie Mangin, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est une dame très très fortiche qui a fait énormément de trucs. Après, ça c'est les expos et les stands. Et bah il y aura un jeu vidéo sur le télescope James Webb. Voilà, surprise. J'avoue que ça en général, je découvre au fur et à mesure parce que jeu vidéo, j'ai jamais le temps d'y aller. Vraiment, genre jamais. Peut-être cette année, comme je ne travaille pas pour la première fois depuis 4 ans ou 5 ans, j'aurai le temps. Bon, bah les jeux, je passerai voir comme d'hab, évidemment, je ne vais pas avoir le temps. En ce moment, je suis dans une phase où je déteste les jeux de société. Donc peut-être que j'arriverai à me laisser hyper, mais désolé, c'est ma période haine des jeux de société pour no reason, vraiment, rien du tout. Cette année, il y a eu de nouveau une Murder Party. On avait eu il y a quelques années qui avait bien marché aux Utop. Mais bon, soirée jeux de société, non, je serai au cinéma. Il y a plus de choses pour les enfants que les autres années. Il repasse vice versa, ça c'était cool. Monstre contre Alien, je l'avais bien aimé ce film, j'en ai pas grand souvenir. Par contre, il y a Robot, j'adore ce film. J'adore Robot, je recommande. Voilà, et il va y avoir plein de choses pour les gamins, ce qui fait que peut-être j'y serai parce que j'adore ça. J'aime beaucoup. Ah, il y a Geoffroy Monte qui fait une conférence dessinée. Bah purée, bah voilà, bah peut-être je serai à la conférence dessinée. Donc les prix des romans ont déjà été décernés, ils nous les ont donnés en conférence de presse. Donc en prix Utopial, c'est Florian Soulas avec Les Oubliés de Lama qui a gagné. J'ai pas lu parce que j'arrive plus à lire des romans. Vous-même vous savez, enfin probablement vous savez pas, mais je vous le dis, j'arrive plus à lire les romans parce qu'il n'y a pas assez d'images, c'est trop dur. Et en prix jeunesse, c'est le 3e exode de Daniel Matt qui a gagné aux éditions Scrineo. Je ne sais pas non plus, je ne l'ai pas lu car je n'arrive plus à lire s'il n'y a pas d'image. Enfin si j'ai réussi à lire... Qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu Entre de Madeleine Roy parce que c'est trop bien et que aussi Madeleine c'est un copain et que c'était pas un gros roman. Et j'arrive légèrement à avancer au fur et à mesure sur Ursula Le Guin. Mais sinon c'est dur hein, les romans. Donc la compète long métrage, la compète court métrage, ça voilà. Et puis voilà. Là j'avoue, ça c'est les pages que je ne lis jamais. Vraiment, je ne sais pas. Whatever. Et là c'est le giga planning. Comme d'habitude, je l'ai ici. Comme d'habitude, je vais entourer 12 milliards de trucs sur mon planning. Je vais me rendre compte que tous les trucs que j'ai entourés ils sont en même temps. Et je vais passer 3 heures à rien faire, à réfléchir à ce que je vais aller faire et j'irai pas faire le truc. Tous les ans c'est pareil. Donc voilà, là c'est le planning. Là j'ai appris un truc vraiment cool. C'est que si jamais vous êtes giga pauvre, ce qui est le cas de plein de gens, enfin en tout cas moi, à Nantes vous pouvez avoir la carte blanche, qui est une carte qui facilite l'accès à plein de choses, les concerts, le ciné, des trucs comme ça. Et donc pour avoir le pass 4 jours, si vous avez la carte blanche, c'est 10 € pour 4 jours de festival. Ce qui est quand même plutôt cool. Donc je me dis que si une année j'ai pas le tarif presse, enfin la crède presse, et ben je viendrai avec la carte blanche parce que c'est cool. Enfin franchement je pense que 25 € en tarif réduit, 10 € en tarif carte blanche, c'est vraiment cool. Voilà, et là j'avoue, j'ai absolument pas tout checké. Les sexualités extraterrestres et fantastiques avec Saul Pandelakis et Quentin Rigaud, banger parce que trop bien, je me disais aussi. Quentin Rigaud du coup, il a écrit Stigma qui est une super BD. C'est du space opéra. C'est vraiment très bien écrit. Je comprends que le dessin ne plaise parfois pas. Je veux dénoncer personne, mais Grace l'a ouvert et a dit non, donc je dénonce quand même.
Mais ça... Il y a une très belle façon de voir la bande dessinée, de voir l'espace, de voir la science-fiction chez Quentin Rigaud, et je citerai en parallèle Félix Laurent et Exaeva qui ont fait une autre série qui s'appelle Mechaniki, en 2 tomes. J'ai les 2, évidemment. Et c'est vraiment hyper intéressant, c'est vraiment très très bien. La façon de créer, la façon de dessiner, la façon de voir l'espace, la façon de voir les relations entre les personnages, tout est génial. Après, je suis aussi extrêmement fan. C'est 2 personnes qui publiaient sur Attaque Surprise. J'avais déjà lu le début de Stigma et de Mechaniki sur Attaque Surprise. Je pense que bientôt on va parler d'Attaque Surprise parce que je me rends compte que ça fait 3 jours que j'en parle tout le temps. Mais c'est de la très très bonne BD, plein de belles choses par des auteurs et autrices qui sont qui ont la trentaine en fait, qui sont de ma génération, qui ont des rêves et des valeurs qui sont similaires aux miennes. Et c'est aussi très chouette justement de voir des personnes de nos âges et de notre génération qui portent des valeurs qui sont du coup plus rapprochées des nôtres que la génération de la franco-belge qui est un peu en train de disparaître là, mais du coup une génération plus âgée comme Sfar, comme Trondheim, qui je trouve périclite. Je sais pas ce que ça veut dire périclite, je dis le mot alors qu'en vrai je sais pas, ça me fait penser à Périclès, ça me fait penser à Alcibiade et je pense juste à l'Antiquité grecque, ce qui est pas du tout le but, mais je trouve que la BD francophone, elle a un vrai renouveau, elle a une très très bonne vague de jeunes auteurices. Je dis jeunes parce que je suis jeune, ok. Mais, et même les nouvelles générations qui arrivent, mais je trouve que c'est très 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 bien. Oui, bah c'est ça, hyperclite, tout à fait. Et je trouve que justement, ça fait trop plaisir de voir des gens qui reprennent ce média, en font des choses très belles, très justes, très inclusives aussi, et toujours très émouvantes. Vraiment, donc je recommande tout ça. Je pense bientôt on en parle. Donc, on a dit Saul Pandelakis, Quentin Rigaud, oui, les sexualités extraterrestres, on y va. Ensuite, évidemment, c'est pendant l'échelle de Jacob. Donc ça veut dire que je n'irai déjà pas voir l'échelle de Jacob. Je suis extrêmement désolée, Grâce, mais c'est mort pour l'échelle de Jacob parce qu'il y a Saul en même temps. Il y a un truc qui s'appelle Du Soleil Vert à la Cannibal Holocaust. J'y vais, car j'adore la fin du monde. Il y a plein de trucs qui ont l'air bien. Hein. Alien féministe avec les agglomérés. Bah ouais, banger. Je sais pas après trop ce que j'ai. Oh, il y a un truc sur Octavia Butler, trop bien. Oh, je vais encore pas réussir à faire mon. Je sens que, comme toujours, je ne vais pas réussir. Parce que je vais encore vouloir faire trop de trucs en même temps. Il périclite à coup de Knémide, c'est trop drôle. Il y a de l'érotisme à la pornographie avec Hélène Usdin, franchement, à 2 doigts d'aller la voir pour lui dire que peut-être sexualiser les enfants, c'est pas la meilleure de ses idées. Peut-être je vais pas faire ça, ok. Soirée ciné, je veux. Non mais c'est sûr qu'à chaque fois c'est comme ça. On le sait. Moi je veux bloquer Unicorn Wars. Parce que c'est mon... C'est vraiment l'objectif numéro 1 de ma vie en ce moment, c'est Alberto Vasquez. Et après on fait un live sur Vasquez. Je vais montrer les films à Grasse, je vais trauma Grasse probablement, parce que c'est quand même assez dur, mais c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Pataphysique versus Oulipo. J'ai pas compris... Je demande à voir. Voilà.
j'ai l'impression qu'il n'y a pas de conférence sur David Bowie. Si vous voyez une conférence sur David Bowie, prévenez-moi parce que j'ai l'impression que finalement cette année c'est plus là. Il y a la rencontre avec Rintaro qui, je pense, va être pas mal. Bon. Le 31. Ah, Unicorn Wars. Eh ben, ça veut dire que je peux aller voir Robo et Unicorn Wars. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être Fury Road aussi quand même. Hein. Et le soir, Dread, j'avoue, ça serait trop bien. Je pense qu'il faut vraiment d'abord que je regarde le ciné avant de regarder les conférences, sinon je vais encore être fâchée. Ah, il y a un truc qui s'appelle l'effondrement et après. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup les fins du monde. J'ai fait un mémoire sur le post-apocalypse. Post-apocalyptique, comme on dit plutôt en français. Et j'adore ça. J'aime les fins du monde. Ça me plaît beaucoup. Un jour aussi, pareil, un futur live sur la fin du monde. Athènes, Rome et la science-fiction avec Valérie Mangin, évidemment, parce que Valérie Mangin, elle a écrit Le Fléau des Dieux et Les Aigles de Carthage, je crois. Et Le Fléau des Dieux, c'est genre l'Empire romain est devenu tellement puissant qu'il est parti dans l'espace. C'est du giga banger, j'aime trop. J'adore Valérie Mangin, purée. Ah, il y a une conférence sur The Twilight Zone. Je vais peut-être aller voir ça, ça va être trop bien. La 4e dimension, le film Évangélion. Et ben, il y a une conférence sur Alien aussi. Ah, Évangélion, Ange et Démon, purée banger. S'il y a des gens qui sont chauds pour aller voir Évangélion avec moi et pour aller voir les contes sur Évangélion, ce sera avec grand plaisir. J'aime énormément. Ah, il y a un truc sur Métal Hurlant, ça c'est bien aussi. Oh, il y a un truc sur les femmes, l'ère des femmes. Franchement, autant aller voir Métal Hurlant, non? Quitte à faire de la SF sexiste. Bon, ça a l'air fun. Je pense que... Non, t'as cru que c'était une conférence sur Twilight. Mais non, c'est sur The Twilight Zone, la 4e dimension. Tu sais, j'ai les DVD. Toi, t'as les DVD de Twilight et moi, j'ai les DVD de The Twilight Zone. Chacun son truc. Mais j'ai trop envie de... Je te propose de t'échanger un marathon Twilight contre un marathon The Twilight Zone. Si tu acceptes Johnny Hallyday de ton doux nom. Mais c'est trop bien. C'est trop cool la Twilight Zone. D'ailleurs, j'ai pas regardé depuis très longtemps et je regardais avec ma copine Manon. C'était notre tradition. Tu sais qu'on a prévu un jour de faire un live sur Twilight, donc tu seras là. Je vous laisse le set, je vous laisse la caméra. Si vous voulez passer un diapo, enfin tous les diapos que vous voulez, si vous voulez passer des extraits, je laisse ma chaîne Twitch, je laisse le setup et je laisse le micro et la caméra à Louise, Logan et toi. Vous avez ça à faire, hein. Donc le live sur Twilight va quand même exister, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai fait le point sur tout. J'espère que... Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on parle encore Comment ça, je propose des choses dangereuses? Non, mais c'est déjà prévu depuis longtemps parce qu'en fait, Logan a commencé à les lire, sauf que il les écoutait en livre audio et il nous faisait des audios, enfin des vocaux, ou alors il avait des notes de lecture et c'était absolument hilarant. Et du coup, je leur avais déjà dit que le jour où je lancerai ma chaîne Twitch, il y aurait la place pour que, si jamais elle voulait, elle pourrait parler de faire un live sur Twilight. Moi, j'en ai déjà fait un et j'ai toujours des choses à dire parce que c'est vraiment drôle comme série. Donc voilà. Est-ce que tu veux vraiment, Johnny Hallyday, faire un live sur Twilight plus les Mormons? Ah bah oui, c'est logique, c'est lié, t'as raison. Non, t'as raison. Bah voilà. Bah on continue de regarder tous les documentaires sur les Mormons qu'on trouve et puis après c'est parti.
un petit live sur Twilight et sur les sectes, ça sera parfait. Moi, j'ai fait le tour du programme. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Et sinon, je pense qu'on va se quitter bientôt. C'était pas un long live, mais je suis quand même contente d'avoir découvert le programme avec vous. Parce qu'en fait, en vrai, à part Intaro et 2-3 films, je savais pas trop ce qu'il y avait. Donc, je suis content. Et puis, si jamais vous venez aux Utopiales, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, à m'envoyer un message, soit sur Twitch, soit sur Twitter, un peu moins sur Insta parce que je suis pas beaucoup là, mais on va faire, on se verra là-bas. Alors le technicien, est-ce que ce serait possible de te kidnapper avec d'autres gens pour faire un live depuis les Utopes sur Doctrice ? Bah oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je voulais savoir justement, je me demandais si le live des Utopes, je voulais savoir avec qui vous aviez prévu de le faire et je m'étais dit que si jamais je pourrais passer faire un coucou, je me suis dit que j'en filmerais des petits bouts aussi. J'ai pas prévu d'interview pour ces Utopiales-là. Bah parce que en fait, je voulais juste interviewer Léa Muraviec, donc de dépit, j'ai dit non, plus rien. Mais du coup, je me suis dit que j'allais quand même emmener un appareil histoire de filmer des morceaux d'ambiance, des petits trucs et tout. Donc je serais très content. Avec Clémentine H, je ne vois pas qui c'est, mais si ça se trouve, vous m'avez déjà présenté, si ça se trouve, je l'ai déjà vu et j'ai oublié. Donc je pense que ça se passera très bien. J'ai hâte. Oui, je suis très content. Et donc on fera un débrief des Utopiales la semaine du début novembre. Pas la première, parce qu'on reviendra juste, mais celle d'après. Zelda fait un truc de ouf cette année, elle sera pas forcément très dispo. Bah, s'il y a besoin, moi je suis là et j'espère que Zelda, elle aura aussi un peu de temps pour respirer parce qu'avec la thèse là, ça doit être un peu vénère. Mais du coup, on se retrouve, nous, je crois, 7 novembre. J'ai encore oublié mon planning, comme à chaque fois. Mais le 1er novembre, lundi 1er novembre, on fera pas de Lego Spider-Man parce que je serai aux Utopiales, ça sera pas fini. Je serai probablement en train de regarder Dredd, le film avec Sylvester Stallone qui met des coups de poing aux gens. Ça sera bien. Donc voilà, et le 2, le mardi... bah non, en fait, je retire ce que j'ai dit, c'était lundi 31, donc pas de live. Et mardi 1er non plus, je serai toujours aux Utopiales. Donc on se retrouve le lundi 7 novembre, pour un live. On reprend les Lego Spider-Man, on rattaque la 4e étape. C'est hyper long, je pensais pas que ça serait si long, mais vraiment là j'ai monté ça de hauteur. J'en suis à la 4e étape sur 16. Bon, donc voilà. Il y aura le personnage de Daredevil. Donc je pense que cette fois-ci, on va parler de l'identité secrète des super-héros et du rapport... je pense qu'on va plutôt travailler cette fois-ci sur le rapport à l'identité en fait. Comment ça fonctionne d'avoir une identité secrète ? Est-ce que le dire c'est la meilleure solution ? Qui le dit pas ? Comment est-ce qu'on le dit ? Comment est-ce qu'on le dit pas ? Comment est-ce qu'on le cache ? Comment est-ce qu'on le masque ? Et Daredevil, c'est aussi donc Matt Murdock qui est un avocat, donc je pense qu'on va aussi reparler, comme la dernière fois, on avait beaucoup parlé de morale, on va parler du sens de la justice, cette fois-ci je pense. Donc voilà, on monte les Lego Spider-Man, on parle de la double identité, de la triple identité, et on parle de la justice avec les super-héros. Ça sera le lundi 7, et le mardi 8 novembre, je pense qu'on fera soit un débrief des Utopiales, soit on va parler d'autres choses. Peut-être on parlera d'attaque surprise et de bande dessinée. Je sais pas trop encore. Ce sera la surprise. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous souhaite à bientôt. Enfin, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve très prochainement. À bientôt tout le monde. Et merci d'être venu. Ça m'a fait super plaisir, comme toujours, de vous retrouver et de vous parler des Utopiales et des BD parce que c'est deux choses que j'adore. À la prochaine!